Comme tu le vois, la cape est trop étroite pour recouvrir la lame. Seule une cape de protection large peut couvrir une lame en position inclinée. Maintenant qu'elle est installée, tu peux y aller. Pour le reste, ce sont les règles valables pour les travaux avec une lame en position verticale qui s'appliquent. Bien. Voilà, après cette petite mise en situation, là on a une scie circulaire avec un inciseur qui travaille en avalant, qui évite les éclats au niveau du revêtement mélaminé, stratifié ou plaqué bois. Continuons avec la dégauchisseuse. Tout d'abord, quelques points de sécurité généraux. Tu ne dois pas abaisser la table à gauche appelée table de dégauchissage ou table de référence. Pour le dégauchissage et le dressage, le cercle de coupe de l'arbre et la table de dégauchissage doivent être à la même hauteur. Nous réglons la hauteur de coupe, profondeur de passe, avec la hauteur de la table d'amener. En revanche, la table de dégauchissage ne doit être réglée qu'après un changement de couteau. Ici, le risque d'entraînement des doigts dans l'arbre est grand. C'est pourquoi nous utilisons un dispositif de protection qui recouvre l'arbre en rotation. Ainsi, il est possible de travailler en toute sécurité avec la dégauchisseuse. Alors sur cette dégo, on pourrait très bien trouver un arbre de rabotage classique avec des couteaux massifs réaffûtables. Lorsque ces couteaux sont réaffûtés, tous les couteaux doivent l'être en même temps, pour des questions d'équilibrage. Enfin, lorsqu'on les remet sur leur arbre, il est nécessaire d'utiliser un gabarit de pointage et d'avoir un peu de patience parce que l'opération n'est pas toujours facile. Elle doit être précise, les couteaux doivent être bien parallèles à l'arbre, ce qui ne se produit pas toujours du premier coup. Ces couteaux seront serrés sur l'arbre. Ici, vous avez un boulon qui est orienté dans le sens tangentiel. On est sur la tangente du cercle. C'est le cas sur cette illustration, où on pourrait aussi avoir des boulons orientés dans le sens radial. Du côté des arbres de rabotage de type terza, couteau réversible et jetable sans fixation, ils sont fixés grâce à l'effet centrifuge. Le lardon de serrage, la petite baguette métallique mobile, va les plaquer contre leur logement. Et ainsi ils seront serrés. Effet centrifuge, tiens, ça me rappelle une bonne vieille de chevaux. Alors je suis obligé en tant que bon fan de Citroën de vous montrer un extrait de ce documentaire qui est juste incroyable. La légende dit que quoi que vous fassiez, vous ne réussirez jamais à retourner une de ces voitures. Et c'est vrai, des centaines d'anecdotes prouvent que la 2 chevaux est une voiture impossible à mettre sur le toit. Mais nous n'avons aucune preuve tangible, ni même d'affirmation de Citroën qui atteste que c'est le cas. Et c'est à nous de le vérifier. Méthode numéro 1, très simpliste dans son approche, aller à fond en ligne droite avant de braquer à gauche ou à droite aussi brusquement que possible. Avec la plupart des véhicules, on s'attend à ce que la voiture parte en tête à queue ou, comme on l'espère, qu'elle fasse un tonneau. Mais malgré nos efforts, rien à faire, elle tient le coup. Bon, rien de bien concluant jusque-là. C'est peut-être pas un mythe après tout. C'est le moment d'essayer la méthode numéro 2. Cette fois, on va jouer au maximum sur la vitesse en la faisant tourner en bourrique. C'est sûr, si on arrive à la faire tourner en rond assez vite, quelque chose va lâcher. Mais cette fois encore, la 2 chevaux a eu raison de nous, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les roues arrière n'ont même pas décollé du sol, grâce à sa suspension incroyablement souple. Je n'en reviens vraiment pas. Je n'aurais jamais pensé que la 2 chevaux était une voiture aussi coriace. C'est vraiment impressionnant. Mais on ne va pas lâcher l'affaire aussi facilement. On sait que tous ceux qui ont essayé cette voiture sont restés en marche avant. Alors, si on le faisait en marche arrière...
Aller en marche arrière veut dire que le moteur et par conséquent l'essentiel du poids se trouve transféré sur l'arrière du véhicule. On l'a eu, c'est vrai, on ne peut pas renverser une 2 chevaux en marche avant, mais on peut le faire en marche arrière. On va travailler avec une mortaiseuse, puis une bédane à mortaiser, avec une mèche à l'intérieur ici. Donc ça va très très bien. C'est un outil qui est spécialisé pour faire les mortaises. Je vais vous montrer un peu comment on ajuste cet équipement-là. Puis c'est un achat là, qui va être très judicieux dans votre atelier là, si vous faites le moindrement d'assemblage de mobilier. Une mortaiseuse, là, ça va être un outil qui va devenir un peu indispensable aussi. Voilà, après le bédane à mèche à mortaiser, nous voici devant une mortaiseuse à chaîne, beaucoup plus traditionnelle. Avec un système de mise sous tension de la chaîne, escamotable. Ici vous voyez le graisseur, c'est un graisseur automatique qui va lubrifier le galet fou, hein, ce roulement qui est au bas du guide chaîne. Le pignon qui permet la rotation de la chaîne et toutes les protections. Si on en revient au questionnaire, on a ici un guide chaîne muni d'un graisseur manuel. Ce graisseur, on doit l'actionner assez régulièrement, je dirais toutes les 5 mortaises, pour injecter de la graisse vers le galet fou. Le galet fou, c'est un roulement qui est pris entre les 2 flasques du guide chaîne. Et ce galet fou est très sensible aux élévations de température. C'est pour cette raison qu'il faut le graisser régulièrement. La tension de la chaîne a aussi un rôle important dans la survie du galet fou. On dit que pour la contrôler, il suffit de placer un crayon entre la chaîne et le guide chaîne. S'il y a juste de la place pour un crayon, c'est que la tension est bonne. Au fil de l'usinage, la chaîne va prendre du jeu parce qu'elle se dilate sous l'effet de la chaleur. C'est pour cette raison qu'au fil des mortaisages, il faudra ajuster la tension de la chaîne. Alors, la mortaiseuse à chaîne peut servir à faire de simples mortaises, soit un trou carré ou rectangulaire dans une pièce de bois, en plongeant. Alors, c'est ce qu'on obtient comme résultat brut. Alors, il va falloir venir nettoyer au ciseau à bois là, les imperfections qu'il y a au fond et sur les côtés, parce que c'est un outil qui travaille en rond. Alors, comme vous voyez au fond de la mortaise, là, il va falloir venir équarrir ça. La mortaiseuse à chaîne est très efficace, elle enlève beaucoup de matière à la fois, mais son inconvénient, c'est qu'au fil des usinages, dans une série, on a des variations importantes de dimension dues justement à cette dilatation de la chaîne. Du côté du mortaisage à mèche, on a ici une mèche traditionnelle avec ses brises copeaux qui permet de façonner des mortaises par multiples perçages et par un chariotage final comme on l'a vu dans la vidéo. Les brises copeaux facilitent l'évacuation des copeaux. On a ici un autre type de mèche à mortaiser, c'est une mèche à pointe qui va usiner le bois uniquement par chariotage. Donc il n'y a pas de perçage préalable, mais on va juste charioter de gauche à droite en rentrant à chaque fois d'une hauteur de pointe. On l'a vu, cette mèche à pointe génère une bonne qualité de coupe, une bonne précision,
mais elle n'est pas tellement utilisée dans nos ateliers. C'est quand même cette mèche traditionnelle avec des tranchants droits qui offre un bon rendement, une bonne rapidité de coupe qui est la plus utilisée. Avec ça, on va quand même plus vite. De plus en plus, le mortaisage se fait sur des CNC. Sur des CNC, on a des outils un peu différents. Ça peut ressembler à ça, des mèches à tranchant hélicoïdal, là aussi avec des brise-copeaux pour faciliter l'évacuation de la matière. Voilà, dans cette vidéo, vous avez pu voir un bédane en action. Ici, on a même un bédane à barbette. Donc un bédane amortisé, bien sûr, qui fait automatiquement la barbette. Alors, si le bédane est assez long à pointer, il y a pas mal de réglages à faire. Une fois qu'il est lancé, c'est un outil qui est très rapide, comme on a pu le voir, très efficace et aussi très précis. Par rapport à une chaîne qui va se détendre toutes les 3 mortaises, là, on est quand même hyper précis. Si on fait de la série, si on a besoin d'une précision constante, il faut vraiment choisir le bédane. Ça vaut peut-être pas forcément le coup de le pointer pour une seule mortaise. Pour de la série, par contre, c'est vraiment judicieux. Et puis, la mortaise est équarrie, donc aucun conflit avec le tenon au moment de l'assemblage. Du côté du tenonnage, une première méthode, c'est le tenonnage par disque à tenonner. Donc des grandes fraises de toupie au diamètre imposant. Ce qui permet de régler l'épaisseur du tenon, ce sont des bagues qui vont s'intercaler entre ces différents disques. Et pour gérer ces décalages d'arasement qu'on voit ici, eh bien, il suffit de s'équiper de disques de diamètres différents. Dans cette vidéo, vous avez pu voir cette fois-ci des dérouleurs en action, donc ce sont des espèces de têtes à raboter. Donc là, vraisemblablement, on a des anciens dérouleurs avec des couteaux massifs à réaffûter. Et puis aujourd'hui, on a des dérouleurs avec des plaquettes réversibles et jetables. Ici, vous avez des petits araseurs qui permettent de trancher la fibre du bois transversalement et puis limiter les éclats. Ces dérouleurs sont montés sur des axes et ces axes peuvent être déplacés latéralement pour générer des décalages d'arasement. Si ici on devait encore rajouter une mortaise d'enfourchement, comme on le voit ici, eh bien les dérouleurs ne sont pas capables de le faire. Les dérouleurs ne font que des tenons. C'est pour cette raison que sur cette machine vous avez un arbre supplémentaire qui permettrait de monter un disque et qui lui permettrait l'usinage de la mortaise d'enfourchement. Donc des dérouleurs. Et puis, est-il possible d'usiner un tel assemblage avec cet outillage, sous-entendu un contre-profil? Alors évidemment non, parce qu'avec ce mouvement de rotation, il est impossible de générer un contre-profil. Pour du contre-profil, on aura recours à des disques à tenonner avec un contre-profil adapté à la moulure. Voilà, on arrive déjà au terme de cette première partie. Un petit caout vous attend avec ces 27 questions sur le rabotage, mortaisage et tenonnage. Vous verrez, certaines questions n'ont pas été vues aujourd'hui, mais c'est des choses que vous connaissez. Vous les avez étudiées à Tolechna. Donc c'est un caout cette fois-ci qui fait aussi office de rafraîchissement de mémoire. Et n'hésitez pas à le faire 2 fois si vous n'êtes pas satisfait de votre score.